Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Lundi 4, on n'est pas le 14 septembre, 14, 15, 16, on est le 16. C'est vendredi 13. Gilles, bonjour Gilles. Excusez-moi. Nous sommes le 16. Dès le lundi, vous m'attaquez comme oui, ça. Voilà. C'est incroyable. Lundi 16 septembre, on est ensemble avec vous pour le 10h midi. Et vous n'avez pas gagné au loto ? Non. Et vous ? Moi, j'ai pas joué, donc j'ai gagné potentiellement. Ça, vous savez pas. Vous auriez peut-être. Non, j'ai pas eu les bons numéros. J'ai regardé. Christopher Thompson sera notre invité. Vous jouez toujours les mêmes. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Christopher Thompson sera notre invité, comédien, scénariste. Il a réalisé Fortune de France, qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 21h05. Les 2 premiers épisodes. Et puis, c'est évidemment déjà présent sur le replay de France.tv. Et puis, ils ont eu un prix à La Rochelle ce week-end. Exactement. Et, meilleur comédien pour Nicolas Duvauchel. Oui, absolument. Meilleur comédien pour Nicolas Duvauchel. Mais c'est vrai qu'il est exceptionnel dedans, on pourra en parler. Et puis on peut préciser que Christopher Thompson, son grand-père, s'appelle Gérard Houry, et qu'il a fait les plus grands films, on lui en parlera, puisque la mère de Christopher Thompson est la scénariste du Cornio ou de Rabbi Jacob. Voilà, mais il existe par lui-même, il a réalisé plusieurs films, et on en parlera avec lui dans un instant. Et tout de suite, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ça y est, c'est fini. Ce week-end, on a dit bye-bye aux Jeux Olympiques 2024. Il va falloir retourner à nos soucis, à nos problèmes. Alors, il nous reste les friges sur nos étagères. Oui. Il y a des soldes. Si vous êtes à Paris, avez vu. Bras de tout. Ah oui, mais vous avez vu la queue qu'il faut faire. Ah non, mais c'est incroyable. C'est un raz-de-marée. Vous avez une frige chez vous? Pas non, du tout. Vous n'avez pas de frige? Vous allez m'en offrir une? Si vous voulez. Le réalisateur, il a plein de friges autour de sa télé. Oui, il m'a envoyé une photo, John. Donc, il nous reste sur nos étagères nos souvenirs. Le JT de TF1 a recueilli sur les Champs-Élysées en un mot ce qu'il pensait des Jeux Olympiques. Paillette, elle est là, la friche paillette, c'est trop bien. Regardez comment elle est belle, cette friche paillette, on l'adore. Friche paillette. Oh, friche. Les JO 2024, Paris 2024 en un mot. Incroyable. Intense. Magique. Inoubliable. Famille. Humain. Merveilleux. Hors du temps. Incroyable. Découverte. Inoubliable. Mémorable. Sensationnel. Il y avait embouteillage. Non, je rigole, cher. Non, mais c'était magique. Non. C'était vraiment un moment magique, ces JO. Alors, à noter que vous avez été très nombreux samedi à regarder la parade sur France 2 dans l'après-midi, et ça a écrasé TF1. Les gens privilégiés France 2. TF1 l'avait fait parce que c'est vraiment, c'était vraiment un truc de service public, et puis. Oui, puis c'est eux qui ont retransmis 24 heures sur 24 les JO. Tous les sportifs étaient sur le plateau de Julien Bugier. Et quel score, vous l'avez ou pas? C'est plus de 3 millions, et en tout cas, c'est plus de 27% de part de marché. J'avais regardé la part de marché. Donc TF1 a été écrasé. À noter que le soir, la retransmission, malgré une réalisation qu'on pourrait critiquer, a plutôt bien fonctionné et a battu The Voice et Pékin Express, qui a quand même bien marché pour un démarrage. Hier, lors du match de rugby de La Rochelle contre Toulouse, un hommage a été rendu au jeune Mehdi Nargissi, qui était de l'équipe de Toulouse, disparu en mer lors d'une récupération en Afrique du Sud. Un hommage qui a été diffusé par Sud Radio hier soir dans l'émission de sport. Un hommage qui ne remplace pas la justice qu'attendent les parents du jeune Mehdi. Sa mère a témoigné samedi, vous l'avez vu, dans C'est l'hebdo. Vous recevez beaucoup de messages de soutien. Ça vous touche, ces hommages? En fait, Mehdi, c'était quelqu'un adoré de tous. Il était très solaire, grand soleil, toujours le sourire. Donc, ils nous le rendent. Mais ceux qui ne nous l'ont pas rendu, c'est intenable. On part d'une baignade de pieds de récup, emporté par une vague. Déjà là, il y a un problème. On met votre enfant pour un bain de récup, ça dépasse pas le mollet normalement, ou la cuisse, et on vous le rend pas. Donc eux aussi ils sont choqués par tout ça. Eux aussi, ils ont envie d'avoir des réponses. On a même de la peine pour les gens qui l'aiment en fait. Nous, on est détruits parce que eux, on espère qu'ils se reconstruisent, mais nous et sa sœur, c'est terminé. On ne l'a même pas récupéré.
Ce soir, évidemment, dans les vraies voix du rugby, ils reviendront sur cette disparition, et l'hommage qui a été rendu samedi. Et évidemment, la fédération devra rendre des comptes. On peut pas avoir son enfant qui part, confier son enfant et qu'il ne revienne pas. C'est juste impossible. Alors, la Madame Becherel que vous êtes, on a vu tout à l'heure, vous étiez très sévère, même avec les dates, ne va pas être contente, hein, je le dis tout de suite. Vous allez être sur la même longueur d'onde que Pascal Praud sur CNews, qui était ébahi sur une information qu'a donnée un professeur qui était sur le plateau. Et vous allez voir les consignes qu'a donné le rectorat pour le brevet. Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu. Quand nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin et on nous dit « voilà les consignes de correction ». Ici, on attend que l'élève écrive là, L-A. S'il a écrit L''A, vous comptez bon quand même, parce qu'il a eu l'idée du son. Parce qu'il a eu l'idée du son, c'est un là. Bon, il a mis un là. Il a peut-être pas orthographié correctement. Et vous êtes professeur, vous dites « non, on sort de question ». Mais qui dit ça ? Mais ça, c'est des consignes qui viennent directement d'en haut. Mais qui ? Il y a quelqu'un qui vient dans une salle... Donc les inspecteurs ? Non, c'est pas des inspecteurs. C'est malheureusement les formateurs dans les INSPE. Vous avez beaucoup de formateurs aussi. Aujourd'hui, nous, on nous demande de vider l'océan avec une petite cuillère. Les professeurs n'ont qu'une tête. Ils peuvent pas porter toutes les casquettes. Ils peuvent pas être profs, flics, parents, assistants sociaux. Elle l'a rencontré, L''A ou L''A, c'est la même chose pour vous. Lisez, il faut lire le livre « Wesh Madame, rire et larmes d'une prof de banlieue », c'est chez Robert Laffont, Myriam Meyer. Alors elle les aime, ses élèves, elle est prof de français et de latin. Moi j'ai lu le bouquin, c'est plein d'anecdotes et on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer parce qu'ils sont touchants, mais en même temps c'est dramatique, absolument dramatique. Et vous pensez qu'on doit l'écrire correctement ? Bah oui, vous pensez pas, non ? Vous, non. Ah bah, mais c'est ma journée aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, non, mais évidemment, parce que c'est pas le même sens, tout simplement. Bah oui. Et alors, c'est quoi le sens ? On venait pas m'embêter comme ça dès le matin. Alors attendez, parce que j'ai changé mes sons. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Tripatouillé avant l'émission. Oui, absolument. Et puis, quand on fait des choses au dernier moment, voilà. C'est le camembert qui dit au fromage tu pues. Hein. C'est la musique que tout le monde a en tête quand on parle des JO. Je vais vous la mettre une dernière fois. Mais on l'a entendu, re-entendu. C'est pas rade. Elle fait 9 minutes. Et vous savez pourquoi ? Oui. Alors, c'est pas mon son final, c'est pas mon son musical final, mais c'est parce que elle est désormais sur les plateformes. Les gens ont crié. La télécharge. J'ai vu l'interview, c'était intéressant. Et oui, parce qu'il a mis un son de son enfant, le compositeur Victor Lehmann, qu'on entend. C'est son enfant, il l'a raconté à l'équipe. Donc, le secret de cette voix, c'est la voix de mon fils de 2 ans et demi. Revenir. Il y en a un petit dernier à la fin. Donc sur le projet le plus important de ta vie, tu as samplé ton fils. Voilà. Je me suis dit que c'était un truc qui resterait... Déjà que ça allait rester pour toujours, là ça restera encore plus pour toujours. Voilà, le petit 1, c'était son fils. Et ce matin, on a appris la mort de Tito Jackson, frère de Michael Jackson. Il était membre évidemment des Jackson 5. Il est mort à 70 ans alors d'une crise cardiaque foudroyante. En général, c'est foudroyant une crise cardiaque. Hein. Non. Madame Becherel. Incroyable. Voilà. D'une crise cardiaque. Et évidemment, on va se remémorer les Jackson 5 avec Blame It on the Boogie. Et vous l'aviez rencontré ? Oui, moi je l'ai rencontré pendant longtemps. J'ai passé toute une après-midi avec lui parce que j'ai fait un documentaire. Un excellent documentaire sur Michael Jackson. Et c'était quelqu'un d'assez étonnant qui n'en voulait pas à son père. On a beaucoup parlé de Joe et de son père et de la violence qu'il avait eue sur Michael Jackson. Et il m'avait expliqué qu'ils avaient été élevés dans une ville où si tu n'étais pas dur avec tes enfants, ils pouvaient tous mal tourner. C'était lequel des combienième ? Oh là, comme ça. Ah non, ça je sais pas. Il est né. Il est mort à 70 ans, donc vous faites le calcul. Hein. Bah non, parce qu'il y en a 5, donc. Allez, on l'écoute. Blame It on the Boogie.
toujours un plaisir d'écouter les Jackson 5. Et Catherine, la mère, est toujours vivante. Ça veut dire qu'elle voit disparaître ses fils et ses enfants. Ouais. Véronique, elle nous dit Macron qui saute devant les sportifs en fauteuil en chantant. Mais alors qui ça, ne c'était saute pas n'est pas français. Ouais, ça, c'était pas très radiophonique pour un zapping. Ouais, mais elle a raison. L'image est assez étonnante. Et puis, signaler le très bon score de Capital. 2 200 000 téléspectateurs, près de 15% de part de marché. Pour ce Capital consacré à l'électroménager, à l'électroménager et au air fryer en particulier. Ça veut dire que ça intéresse les Français. J'en ai acheté un. Bref, bah oui, j'ai bien vu ça. J'ai bien vu ça tout le week-end. On va pas révéler nos secrets de couple. Mais Gilles a acheté un air fryer. C'est l'info du jour. Allez, on se retrouve dans un instant avec Christopher Thompson pour regarder cette formidable saga Fortune de France. 2 premiers épisodes sont diffusés ce soir. Non, sont diffusés ce soir sur France 2. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christopher Thompson. Bonjour Christopher Thompson, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et on vous reçoit aujourd'hui pour l'événement, j'ai envie de dire l'événement de l'année quand même sur France Télévisions. Quoi ? Je suis scénariste, je suis créateur, je suis comédien, j'ai une maman très connue, mais vraiment, alors Valérie, c'est le lundi, mais j'ai pas du tout cette voix. Non. C'est dur de démarrer. C'est Gilles qui fait le CV de Christopher Thompson. Effectivement, j'allais ajouter, merci de me couper, que vous êtes également scénariste. Et vous m'avez coupé dans mon élan, donc c'est très bien. Et c'est vrai qu'on vous doit un certain nombre de films en tant que scénariste aux côtés de votre maman, Danielle Thompson, et non pas pas des moindres, La Bûche, Fauteuil d'orchestre, Le Code a changé. Le premier, c'était quoi ? Le premier, c'était La Bûche. La Bûche. Bonjour, le premier, c'était La Bûche. Voilà. Ouais. Et ce soir, eh bien, c'est le Christopher Thompson, réalisateur et scénariste. On va découvrir une formidable saga, fresque, je ne sais pas comment on doit dire, ne partez pas si je dis historique, parce que c'est incroyablement moderne, même si on est en 1562. Et on parle donc de cette incroyable... épopée dans laquelle vous vous êtes lancé, Fortune de France, Survivre ensemble. C'est adapté du livre de Robert Merle. Racontez-nous un peu la genèse de cette saga. Alors la genèse, mon envie de la porter à l'écran, c'est des livres que j'avais lus, que mon grand-père m'avait donné un été, je crois que c'était 78, l'année après la parution du premier, et que j'avais dévoré sur la plage, à l'ombre, et dès que je pouvais, j'avais gardé un souvenir très profond, très ému de cette histoire. D'abord parce que c'est un roman initiatique, donc il y a cet aspect-là aussi. Votre grand-père, mon grand-père Gérard, qui était passionné d'histoire et passionné d'histoire en général, et de l'histoire, de grande histoire aussi. Et ça, c'était aussi dans la lignée des livres de Dumas que je lisais à l'époque, des Trois Mousquetaires, 20 ans après, l'époque de Bragelonne. Et donc vous vous êtes souvenu, quelques années après, vous aviez 11 ans, donc c'était il y a quelques années, de ce livre-là en vous disant... Ça m'est toujours resté, j'ai toujours lu les livres qui sont parus les uns après les autres au cours des années, parce que je crois que le dernier était en 94, il y a 13 volumes. Il n'est pas question d'en adapter 13, mais peut-être quelques-uns, sur cette période des guerres de religion, et quelques années après, quand j'ai commencé à faire ce métier de scénariste et d'essayer de trouver des projets, j'ai toujours gardé cette saga, ces romans en mémoire. Et même, il y a même très longtemps, j'avais essayé d'obtenir les droits, j'étais jeune et on me faisait pas confiance, je les avais pas obtenus. Et il y a quelques années, je suis allé trouver les héritiers de Robert Merle qui m'ont accordé leur confiance, et on s'est lancé dans cette aventure qui était une très très grande aventure. La fabrication est autant une épopée que Et comment France Télévisions a accueilli le projet ? Parce que quand vous arrivez, que vous dites voilà, je vais adapter un roman de Robert Merle que plus personne vraiment ne connaît aujourd'hui, qui parle de guerre de religion, on va être en 1500 et quelques. Voilà, c'est pas des éléments de langage qui sont forcément convaincants. Ouais. Et non, je crois que c'est arrivé au bon moment. J'aurais essayé, d'ailleurs j'avais essayé il y a quelques années, ça n'a pas marché. C'était le bon moment. Je crois que c'est aussi une façon de renouer avec. Alors, d'une façon moderne, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais avec une certaine tradition du feuilleton, comme
comme on a pu en connaître en France dans les années 60, 70, le RTF. Quand j'ai vu, ça m'a fait penser au Roi Maudit, justement, à ces grandes sagas historiques que des Français ont adorées. Les Rois Maudits étaient en direct. Oui, mais sauf que ça n'a rien à voir dans l'histoire, l'histoire et dans la façon dont vous racontez, finalement très moderne. Et ce qui est très différent, surtout avec les Rois Maudits, que moi j'ai adoré, et même avec beaucoup de séries historiques d'aujourd'hui, c'est que ça se passe loin de la cour, loin du pouvoir, loin des puissants. C'est pas une guerre de succession, c'est une histoire de famille. C'est une famille qui se bat. C'est pour ça que vous avez parlé de survivre ensemble, mais qui se bat pour survivre dans une France qui est complètement déchirée en deux, polarisée. Et où on se fait la guerre, c'est vraiment une guerre civile extrêmement sanglante. Et cette famille, dans le Périgord, un peu dans leur château, dans leur forteresse, essaye de rester fidèle à eux-mêmes, essaye de résister à la guerre de religion qui sévit à l'extérieur, mais qui s'immisce à l'intérieur de la famille, et qui devient presque une guerre domestique, notamment dans le couple des parents Siorac qui qui eux-mêmes se déchirent. Il y a Nicolas Duvauchel, formidable, vraiment. Guillaume Gouy, il y a Lucie Debec, Grégory Fitoussi. Enfin, ils sont formidables. Et je vous dis, quand vous êtes arrivés, c'est très cinématographique. Les images sont magnifiques. Il y a vraiment le Périgord est aussi un personnage. Les châteaux, le décor font partie de l'histoire. Ouais, on a tout tourné en décor naturel dans le Périgord, dans des châteaux qui sont d'ailleurs entretenus par des gens passionnés parce que ça coûte une fortune à entretenir. Ils consacrent souvent leur vie entière à ça. Des décors naturels, la Dordogne. Il n'y a aucune scène en studio. Il n'y a aucune scène en studio. Tout est en décor naturel. Ouais, il n'y a rien en studio. Vous compliquez la tâche parce que faut pouvoir mettre la caméra dans l'autre sens. Zut, là je peux pas mettre la lumière. Exactement, c'est compliqué d'éclairer. On est dans des pièces, très sombres où il faut arriver à éclairer par-dessus. C'est un très grand travail, mais c'est vrai que ça apporte de l'authenticité. Beaucoup d'authenticité et les acteurs qui ont formé une troupe extrêmement soudée. Ils ont été aussi soudés par le lieu, par eux-mêmes, par l'idée d'être transportés eux-mêmes dans une époque différente. Parce qu'on était dans ces lieux, on était dans un château, le château de Fénelon, qui est notre château personnage principal, Mespèche, où on est resté là 5 semaines. C'est devenu notre château. Ouais, le tournage a duré combien de temps 13 semaines en tout, 68 jours. À la base, vous êtes chrétien, vous êtes religieux ou pas du tout? Oh là là, vraiment pas du tout. Je m'intéresse beaucoup à ces questions mais moi-même. Alors d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé parce que c'est assez intime comme question. Vous me pardonnerez. Mais non, mais on n'a pas parlé de notre foi des uns aux autres, mais je sais que c'était. Ce qu'un des sujets qu'on traite, c'est que le problème du salut, c'est aussi pour ça que les gens s'entretuaient et ils pensaient qu'ils allaient, on s'entretue encore aujourd'hui pour les mêmes raisons. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de deux religions qui sont des religions chrétiennes, qui honorent le même Dieu, et c'est les protestants et les catholiques, et ils s'entretuent pour ce qu'on peut appeler aujourd'hui un détail, c'est-à-dire est-ce qu'on honore la Sainte Vierge et les saints ou est-ce qu'on fait autrement? Et ça a été en fait le prétexte d'une guerre sanglante. Et quand moi j'ai regardé votre série, je me suis dit, tous ces morts pour qu'en 2024, la religion n'existe presque plus en France. Ou beaucoup, pardon. Oui, bien sûr. Non, moi j'ai eu la réaction inverse en me disant c'est très moderne, très contemporain, et ces histoires de religion, c'est toujours très actuel. Ça nous raconte qu'on a toujours malheureusement. Vous parlez des guerres de religion et de la religion, mais je parle en France, on n'est plus empreint de religion. On a plus peur d'aller au ciel ou d'être puni. Alors il y a plusieurs sujets. Il y a un vrai débat. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce que ça raconte, c'est qu'on a toujours tué au nom de Dieu. Et ça, en France, en France, jusqu'à, en tout cas au XVIe siècle, ça a été sanglant et ça a été trouvé un paroxysme, pendant la Saint-Barthélemy, quelques années après notre histoire, et peut-être qu'on ira jusque-là. Mais l'histoire de la foi et
du salut, c'est en écrivant, on s'est rendu compte que c'était vraiment au centre de la vie quotidienne des personnages. Et c'est là que vous avez raison. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ça a été remplacé par d'autres choses. Mais c'était au centre de la vie quotidienne. Et entre un mari et une femme, je disais, mais tu veux vraiment brûler en enfer parce que si tu crois pas comme ça, tu vas brûler en enfer. On sera séparés pour l'éternité. C'est ça que ça racontait, mais ça crée des tensions de couple, des tensions parentales, et c'est en ça que ça nous ressemble. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce que vous avez voulu en tout cas montrer à travers la famille, en prenant ce prisme-là, justement, et de moderniser vraisemblablement aussi ce qui était dans le roman de Robert Merle, qui était beaucoup plus historique et classique. Ou pas, le roman de Merle, qui est une source vraiment magnifique de personnages et de situations, il parle aussi de ces gens, de cette famille, mais c'est un roman, donc il peut se permettre de tout à coup dire à la cour il se passait ça, et tiens, je reçois une lettre d'un tel. Vous êtes centré sur cette famille. Et nous, on a dû, en tout cas, c'est une adaptation, donc on a dû trouver des situations dramatiques, on a dû trouver des situations de tension, et peut-être aussi on a insisté un petit peu plus sur le sort des personnages féminins, parce que ça nous intéressait plus, et c'est très intéressant à traiter. Donc voilà, on est à la fois très fidèle au roman, et évidemment il y a une interprétation. Beaucoup de préparation, j'imagine, en amont sur. Il y avait Vincent Ferniaud qui passait par là tout à l'heure, et on a commencé à parler alimentation, nourriture avec lui, justement, sur la cohérence dans les images, sur les costumes. Enfin, j'imagine que le travail a dû être assez important. Oui, et très important sur les costumes, les décors, et aussi sur les détails du quotidien, de la vie quotidienne. C'était très important pour moi de montrer vraiment comment les gens se lavaient, comment ils faisaient leur linge, comment ils se nourrissaient. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de scènes de table, à table, et on a été précis. On a fait faire par des personnes du coin, des tourtes qui ressemblent à des choses d'époque, des pâtés, donc en essayant d'éviter les anachronismes le plus possible. C'est assez précis, y compris sur la langue. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient plus heureux sans écran OLED et l'iPhone 16 ? Alors, sans doute, mais c'est intéressant parce que j'ai bien une théorie là-dessus. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que cette histoire, en fait, l'histoire de la Réforme et le moment qu'on raconte, le moment où cette histoire se passe, au XVIe siècle, on suit une révolution technologique majeure. Oui, c'est ça. L'invention de l'imprimerie. L'imprimerie, c'est ça. L'invention de l'imprimerie a révolutionné le monde, puisque tout à coup... on publie des textes. On publie des textes, et tout le monde, entre guillemets, qui sait lire, a accès d'abord aux textes, aux pamphlets, aux idées, à la Bible en direct. Et la Réforme, le protestantisme est né de ça. C'est-à-dire, on retourne aux textes et on lit les textes sacrés. Littéralement, au lieu de passer par l'intercession de prêtres, du clergé, etc. Et ça a complètement secoué toutes les bases du pouvoir, y compris le pouvoir royal, le pouvoir papal. Donc ça a été une énorme secousse dans la société. Aujourd'hui, on est aussi... En disant, n'écoutez plus ces hommes, mais lisez la Bible. Voilà. Et cette révolution... N'écoutez plus ces religieux. Ne les écoutez plus, décidez pour vous-même, vous apprenez à lire. C'était quelque chose de très important dans ce mouvement. Donc de cette secousse est né ce très grand conflit, et nous, c'est vrai que ce qui est comparable, c'est qu'on est aussi dans une révolution technologique majeure depuis 2 décennies, et on est en train de la prendre en pleine face. Ouais. Sur le vocabulaire, parce que j'ai vu, on parle de toaster par exemple, je ne savais pas ce que c'était, donc on comprend assez vite. Oui, une toastée, c'est un toast. C'est parce que c'est à la fois un mélange du travail de Robert Merle dans ses livres, qui a inventé un langage vraiment très fleuri, très amusant, qui est à la fois un langage d'époque, et c'est matiné d'occitan et de vieux français, etc. Alors on a dû complètement adapter ça parce que c'est un peu indigeste pour un public contemporain, mais on a gardé quand même des petites spécificités dans la langue qui sont amusantes et qui fait qu'on est pas complètement aujourd'hui et qu'on est transporté ailleurs. On va marquer une page de pub et on se retrouve dans un instant avec Christopher Thompson pour parler de Fortune de France, Survivre ensemble, formidable saga, 6 fois 52 minutes. C'est déjà disponible sur le replay de France Télévisions, et ce sera ce soir à 21h. À tout de suite. Sud Radio,
Le supplément média. Le supplément média avec Christopher Thompson, réalisateur, scénariste. On parle de cette série, saga, je ne sais pas, fresque, Fortune de France, Survivre ensemble. C'est vraiment un document. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai été scotché par les images, la réalisation, par les personnages, en plus, par les acteurs. Nicolas Duvauchel a une présence incroyable. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce. Et c'est dans l'union que la vérité triomphera. 1557, la France se déchire entre catholiques et protestants. Le royaume est au bord de la guerre civile au nom de Dieu. Un jour, vous avez déclaré qu'à Mespèche, nous sommes une famille. Et une famille qui se déchire, c'est plus une famille. Fortune de France, d'après l'œuvre de Robert Merle, lundi 16 septembre à 21h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Est-ce que vous êtes du genre à demain regarder l'audience ? De toute façon, si je n'étais pas du genre, on me la dira. On me la dira de toute façon. Ouais. Non, mais c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu réaliser cette saga et cette œuvre, mais est-ce que derrière, la réception est quelque chose d'important? C'est important. C'est important d'abord de savoir ce que pensent les gens de notre travail. C'est vrai que c'est beaucoup de travail de beaucoup de personnes pendant beaucoup d'années. Donc c'est bien sûr que c'est important et les retours qu'on peut avoir sont importants, font du bien, parfois moins, c'est pour les gens qui aiment pas, mais enfin oui, c'est très important, mais en même temps on n'y peut rien, le travail est fait, on a donné, et c'est au cinéma, c'est pareil, quand on termine un film ou une série, on la lâche. On la lâche et on la laisse au public. Je suis pas sûr que Nolwenn Leroy soit votre chanteuse préférée lundi. En fait, j'aime beaucoup Nolwenn Leroy aussi, mais parce que pour nos auditeurs, mais je pense que voilà, c'est TF1 lance sa grande série qui est Brocéliande, qui est une série évidemment sur tout ce qui se passe dans cette Bretagne. Alors c'est là aussi, on est dans une autre époque et sur la magie de la forêt de Brocéliande. Et puis en face, il y a aussi L'amour est dans le pré. C'est pour vous dire, et c'est pour ça que j'ironisais sur est-ce que vous allez regarder l'audience demain mardi. C'est parce que alors on est un soir où il y a des lancements et de la grande concurrence. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'offres, mais ce qui est formidable aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut regarder les séries en replay, c'est ce qu'on disait sur les plateformes. On peut les regarder sur France TV, sur France.tv. C'est déjà disponible, c'est déjà disponible. Et puis on peut les rattraper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la télévision, parce que les œuvres qu'on fait pour la télévision, ce qui est génial, c'est que le bouche à oreille existe, ça peut marcher. Avant, ça n'existait pas. C'était juste un soir. Après, on voyait ça 3 ans plus tard. Et maintenant, ça existe. On me dit, regarde ça, va le rattraper, etc. Donc, mais vous qui êtes plutôt scénariste au cinéma, vous n'avez pas imaginé de le faire au cinéma quand on voit Monte Cristo, D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires. Il y a eu plusieurs films, j'ai envie de dire, de ce type-là. Non, je pense que l'ADN de ces romans, de cette histoire-là, c'était vraiment une saga familiale. C'est vraiment l'histoire d'une famille. Ça s'adapte totalement à la série. On peut les suivre. On est en train de penser à la suite, d'ailleurs, aujourd'hui, où on suit toute cette famille, y compris les enfants qui ont grandi, qui sont devenus des jeunes adultes. Alors ça, c'est vraiment exaltant de pouvoir développer des des sur un temps long, sur le long terme, c'est différent. Sur les grands rendez-vous de la vie, parce que la série parle de ça aussi beaucoup. C'est comme toutes les histoires de famille, il y a les mariages, les décès, les amours adolescentes, la découverte de l'amour, les enfants qui quittent la maison. Pour moi, c'est ça le cœur de cette série. Il y a eu une autre guerre de religion racontée par votre grand-père, qui est Rabbi Jacob. Quel regard maintenant on porte sur ce film lorsqu'on regarde les différents conflits qui ont lieu justement entre l'islam et la religion juive? Je crois qu'on se rend compte que c'est un conflit qui dure déjà depuis très longtemps, parce que Rabbi Jacob, c'est un film qui il y a 50 ans, si je ne me trompe pas. Ça paraît énorme, parce que ça fait partie, en plus, de notre patrimoine. Enfin, tous, on connaît Rabbi Jacob, et c'est très réjouissant. Et d'ailleurs, je pense que mon grand-père serait incroyablement heureux de savoir qu'on regarde encore ces films comme ça. Avec un énorme succès à chaque diffusion télé. Et puis, mais ça veut dire aussi, je pense que ça nous fait dire que le ton s'est durci, et que la comédie de l'époque, qu'on trouvait encore le moyen de parler de ces dysfonctionnements, de ce conflit, avec
à travers l'humour. Aujourd'hui, je sais pas si c'est aussi autant possible. Voilà, il faut pas oublier que Rabbi Jacob est sorti en pleine guerre du Kippour déjà, donc on était déjà au milieu de ce conflit. Et à un moment, avec votre maman, vous avez évoqué tous les deux d'écrire une suite. Vous aviez cette envie, non? Oui, elle y avait pensé. Moi, j'étais pas dans le coup, si je puis dire, mais elle avait commencé à travailler à cette idée. Et puis, je crois que ça c'est comme parfois les idées, on gratte, on voit ce qu'il y a, et puis, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Ça n'existe plus, le cinéma de Gérard Houry, les films un peu légers, rigolos, les films de De Funès. Oh, ça existe, ça a d'autres formes. Je pense que c'est difficile de faire des comparaisons. Ce qu'il y avait dans les films de Gérard, de mon grand-père, moi ce que j'admire beaucoup, c'est qu'il y avait à la fois beaucoup de... Il y avait du fond dans le il y avait du fond dans le rire, il y avait de la grâce, il y avait du goût. C'était souvent des films qui avaient une facture assez belle. Moi, je trouve que c'est pour ça aussi que les films durent longtemps. Quand on pense à la Grande Vadrouille, on pense à un grand film. Et puis au départ, on a plusieurs, c'est une comédie. Et ce sont des films qui ont marqué et qui font partie, vous le disiez, de notre patrimoine. Mais en tout cas, je ne rate jamais Rabbi Jacob. C'est un de mes films, préférés. Sur le choix des comédiens, comment il s'est fait? Du Vauchel, c'était... Sur le physique. Il y a eu un casting. Ça ne gâche rien. Vous aviez déjà en tête les comédiens? Non, il y a un moment donné, en fait, presque dans tous les projets, parfois on a des acteurs en tête, mais moi je remarque que c'est souvent... quand on a des comédiens en tête, c'est souvent quand on écrit et puis on passe à autre chose. Non, là, j'ai vraiment, au moment où la série se faisait, et qu'il fallait vraiment trouver le casting, Nicolas s'est imposé, et puis surtout, je lui ai proposé, il y a eu un énorme enthousiasme de sa part, parce que c'est quelqu'un qui avait toujours rêvé de faire un film d'époque, qui est féru d'histoire et qui était assez savant et qui connaît beaucoup de choses. Et donc il m'a dit oui tout de suite. Ce couple avec Guillaume, ça s'est fait aussi très vite et c'est une fratrie. Puis après, chaque personnage trouve son incarnation parce qu'il y a une urgence et c'est à la fois il faut être très précis, il faut avoir de l'instinct et c'est aussi un miracle. Il y a une forme de miracle et quand ça marche, et parce que tout à coup il y a l'incarnation parfaite et l'idée que ça pouvait pas être autrement. Alors si je vous dis que vous avez déjà été religieux, et ce, avec Mylène Farmer. Alors là, je vous dirais que vous avez regardé Wikipédia. Ah non, pas forcément. Pas forcément. On peut être fan de Mylène Farmer, par exemple. Et vous avez été présent dans une chanson qui s'appelait Agnus Dei, je crois. Ouais, et vous faisiez la voix. Écoutez. C'est plus parlé que chanté. C'est un peu scandé, c'est une prière, c'est l'Agnus Dei, c'est l'agneau de Dieu en latin. Donc j'étais déjà, déjà dans les prières en latin, comme dans Fortune de France. Vous avez rencontré Mylène Farmer pour que vous vous retrouvez sur une chanson de Mylène Farmer. Je me suis retrouvé parce qu'à l'époque je faisais de la musique et on était en studio, dans un même studio ensemble, et on avait sympathisé et elle m'avait demandé de venir faire cette petit enregistrement qui a duré je pense peut-être une demi-heure et que j'avais pas entendu depuis longtemps. Et ça vous poursuit. Non, mais ça me fait très plaisir. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit avant? Parce que à cette époque-là... Je faisais de la musique. Et oui, en 1993, tu t'en iras. Tu t'en iras comme un silence, comme une page sans écrit. Ça vous émeut de vous réentendre? Non, ça m'amuse. C'est vraiment une époque de ma vie assez lointaine. Donc vous avez imaginé être chanteur? Je faisais beaucoup de musique quand j'étais adolescent et
Et j'ai été passionné par j'avais envie de musique, de groupe, et j'en ai d'ailleurs, quand j'ai arrêté, j'en ai fait un film après qui s'appelait Bus Palladium, qui était mon premier film, qui racontait un petit peu cette sortie de l'adolescence, cette entrée dans l'âge adulte à travers un groupe qui rêve de vivre des choses ensemble et qui s'aperçoivent, qui finissent par avancer dans la vie et par devoir faire le deuil de ça. Bon, en tout cas, on est content que vous soyez repassé à la réalisation. Moi aussi, voilà. Finalement, c'était peut-être mieux comme ça. Finalement, non, c'est très bien. Fortune de France, Survivre ensemble, c'est ce soir sur France 2. Le Périgord à la Bretagne ce soir. Non, mais franchement, moi, j'ai trouvé que j'étais emportée et j'ai appris des choses. En plus, c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'à travers cette famille, à travers cette saga, les guerres de religion, c'est très loin, on ne sait pas très bien pourquoi. Et là, on comprend un certain nombre de choses qui ont pu se passer à cette époque-là, pourquoi ça a duré si longtemps et surtout ce que ça a causé au sein des familles. On espère qu'il y aura une suite. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous, Christopher Thompson, ce matin. Et donc, c'est à voir ce soir sur France Télévisions à 21h. C'est mon choix d'aujourd'hui pour mon programme télé. Merci à vous et on se retrouve dans un instant pour les débats.